rebâtir l'agriculture du jour d'après, on entend parler de souveraineté alimentaire, mais aussi d'autonomie ou encore d'indépendance alimentaire. Que signifient ces expressions et quelles sont leurs limites? Commençons par l'indépendance alimentaire. Être indépendant, c'est savoir se débrouiller seul, mais cela peut être encore plus facile au sein d'une équipe. Prenons un exemple, les agrumes. Nous n'en produisons que dans un seul département, la Corse, et l'an dernier, dès le 15 décembre, toutes les clémentines étaient déjà récoltées. Nous avons donc besoin de l'Espagne, entre autres, pour nous fournir en oranges. Inversement, la péninsule ibérique ainsi que de nombreux pays européens ont besoin des céréales françaises pour l'alimentation animale et la consommation humaine. Le cadre optimal pour concevoir une certaine indépendance alimentaire est donc l'Union européenne et non la France. J'entends souvent des partisans du libre-échange pour qui il n'existe que deux zones dans l'espace, la France et le monde, parler de repli sur soi pour dénoncer tout projet d'organisation commerciale qui entraverait leur stratégie du laisser-faire. C'est excessif et méprisant, car définir une politique alimentaire pour un marché de 500 millions de consommateurs n'est en rien un repli sur soi. L'autonomie alimentaire est un concept impossible à appliquer au sein de l'Union européenne, car celle-ci, contrairement à ce que l'on essaie de nous faire croire depuis 30 ans, a une agriculture globalement déficitaire, que ce soit par le facteur limitant de sa surface agricole, par les volumes produits qui en découlent, ou encore par sa balance commerciale agroalimentaire. L'étude Opéra de l'université Humboldt de Berlin a démontré que l'Union européenne à 28 n'avait pas assez de terres pour produire ses propres besoins. Nous voyons donc que le repli sur soi est impossible, car ne produisant pas assez pour nourrir notre propre population, nous aurons toujours besoin d'importer. Troisième concept, la souveraineté alimentaire. Être souverain, cela veut dire pouvoir décider librement de son avenir. C'est un beau projet, mais alors pourquoi l'UE n'est-elle plus souveraine pour définir sa politique agricole? Les objectifs de la PAC définis par le traité de Rome et confirmés par le traité de Lisbonne en 2008 sont pourtant excellents. De nombreuses décisions prises par la Commission européenne sont allées à l'encontre de ces objectifs, car la politique agricole commune est devenue vassale des accords commerciaux. Cela a commencé dès le Dillon Round au GATT en 1962 et a été généralisé à presque toutes les productions agricoles lors de la signature des accords de Marrakech à l'OMC en 1993. Pour pouvoir prétendre à une légitime souveraineté alimentaire, il faut donc au préalable exclure les produits agricoles des accords commerciaux. C'est ce que nous appelons l'exception agricole ou encore l'exception agriculturelle, en référence à l'exception culturelle qui a été obtenue à l'initiative de la France, rappelons-le, en 1993. C'est un fait acquis que personne n'ose critiquer. La santé n'est pas non plus encadrée par l'OMC et aucun pays ne serait prêt à déléguer sa souveraineté en matière de santé, surtout pas en pleine crise pandémique. Notons tout de même qu'une meilleure coordination entre États membres de l'Union européenne en matière de santé aurait certainement permis de gagner en efficacité contre le Covid-19. L'agriculture est une des premières et toujours la plus importante politique commune de l'Union. Si suite à la crise sanitaire, nous devons revoir nos modes de production et de commercialisation, c'est bien au niveau européen qu'il faudra le faire et surtout pas au niveau national. Nous voyons ce qu'ont donné les États généraux de l'alimentation. C'est un échec total car il n'y avait pas de vision européenne et c'est fortement déplorable. Quant aux différents projets que nous entendons pour l'agriculture du jour d'après, soyons méfiants. Il existe deux courants d'idées opposés, mais tous les deux sont basés sur le même mensonge de la prétendue surproduction agricole européenne. Tout d'abord, le camp des décroissants, pour lesquels il faut produire moins, supprimer les pesticides et tout vendre en circuit court. De l'autre côté, ce sont ceux qui veulent que rien ne change et qui nous expliquent que la France doit nourrir le monde au nom d'une prétendue vocation exportatrice. C'est le discours de l'agroalimentaire, des grandes firmes d'import-export et malheureusement de la FNSEA qui est leur porte-voix.
Nous avons d'un côté une utopie politisée dans l'écologisme et en face une logique ultralibérale qui a contribué à déstructurer toutes les agricultures mondiales. En voici la démonstration. Pour que l'Europe arrive à exporter 1 tonne de blé, il lui faut importer 1 tonne de maïs selon le principe des vases communicants. Et comme l'Union européenne cultive trop de blé et pas assez d'huile et de protéines végétales, elle doit importer l'équivalent du double de ses exportations en blé, en soja, tourte au tournesol, huile de palme, etc. Tout cela condamne les céréaliers à vendre à prix de dumping sur le marché international, déstabilisant les agriculteurs des pays les plus pauvres, chez qui nous n'avons plus depuis longtemps de politique de coopération et de développement. Les importations de soja concentrent le développement des élevages dans les régions portuaires et ont fait diviser par 10 les surfaces en luzerne en 60 ans. On ne peut pas continuer à exporter du blé vers les pays tiers et en même temps revendiquer une souveraineté alimentaire. C'est contradictoire et antagoniste car il existe un subtil équilibre économique entre les différentes productions agricoles. Si vous maintenez au sein du marché commun le prix du blé au cours international, c'est-à-dire au prix du moins 10 ans, vous pesez sur le prix de toutes les autres productions, les empêchant de se développer pour assurer les besoins du marché européen, faute de rémunération des producteurs. La position de la France est singulière au sein de l'Union européenne. Nous sommes le seul pays de l'Union qui est vraiment très excédentaire en céréales. Pour nous, agriculteurs français, mieux vaut être un grand parmi les petits sur le marché européen qu'un petit parmi les grands sur le marché international. Entre ces deux idéologies extrêmes et prédatrices, il y a pourtant de la place pour d'autres politiques plus modérées et soucieuses de l'intérêt commun. L'idée d'une exception agriculturelle lancée par Jacques Legnaud en 1993 fait son chemin et elle est de plus en plus reprise. La France, première puissance agricole de l'Europe malgré 35 années d'errements et d'erreurs, doit faire son mea culpa et reprendre l'initiative pour reconstruire une vraie politique agricole commune. Pour cette PAC du futur, la Commission européenne devra se débarrasser de 3 vieux démons pervers. Ne régulant plus les marchés, elle contraint les producteurs à l'exportation sur les marchés internationaux à des prix sacrifiés qui les ruinent. Elle a réduit la PAC à une politique budgétaire de primes qui ont fait perdre leur dignité aux paysans, alors que sa mission est de définir des caps et des projets ambitieux. Pour se faire pardonner vis-à-vis de l'opinion publique, de signer tous les accords de libre-échange qui se présentent, elle met en œuvre une politique de verdissement qui se traduit en fait par de nouvelles contraintes supplémentaires infligées à ses propres agriculteurs. La PAC de demain doit être construite autour de l'exception agriculturelle. C'est ainsi qu'elle répondra à la fois aux attentes de nos consommateurs et citoyens européens, tout en protégeant les bassins de production historiques et en assurant aux agriculteurs un digne revenu issu du fruit de leur travail. La crise sanitaire doit nous faire prendre conscience que nous n'avons déjà plus assez d'agriculteurs et que la concentration de la population dans les zones urbaines est la source de nombreux problèmes. Il faudra à terme redéployer notre population dans les zones rurales.